Alors, je vais faire dans ce petit exposé de présentation, je vais rappeler quelque chose, quelques éléments qui sont bien connus et insister sur quelques messages forts qu'il faut bien garder en tête. La première chose, intelligence artificielle, surtout ne pas chercher une définition précise. C'est tout un ensemble de tâches, tout un ensemble d'algorithmes et de recettes qui permettent d'accomplir des tâches. Savoir ce qui relève de l'IA et ce qui n'en relève pas, c'est assez subjectif, ça varie en fonction du temps. On dit bien souvent qu'au fur et à mesure, quand quelque chose est bien connu et maîtrisé, on cesse de l'appeler intelligence artificielle, on va se dire comme quelque chose de connu, et ce qu'on appelle intelligence artificielle, c'est toujours ce qui est un peu à la frontière, ce qui vient de façon surprenante s'inviter dans la palette de ce qui est fait automatiquement, alors qu'on pensait que ça demandait, une intelligence humaine. Et il ne faut pas chercher, surtout, à trouver une définition précise. L'enjeu n'est pas là. Maintenant, euh, derrière l'intelligence artificielle, il y a quand même cette idée de transférer à l'humain, de transférer à la machine, à l'automatique, des tâches qui étaient accomplies par l'humain à une époque. Il faut garder en tête toujours le grand changement qui s'est fait au cours des quelques dernières décennies. Entre le moment il y a 30 ans où j'étais à l'école normale supérieure et où l'intelligence artificielle était censée être un sujet sans avenir, bien trop abstrait, ou en tout cas réservé à quelques passionnés férus de logique. Et le moment maintenant où l'intelligence artificielle, on en parle partout et où ça a débordé très largement de la sphère des spécialistes pour aller vers la sphère grand public et vers la sphère de l'économie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un grand chambardement, un revirement dans les méthodes, où on a vu que des méthodes qui étaient extrêmement en pointe, qui étaient considérées comme la base de l'intelligence artificielle à une époque, beaucoup de logique, beaucoup d'ontologie, se sont retrouvées renversées, sont fait voler la vedette par des méthodes auxquelles on croyait guère, auxquelles on ne croyait plus guère, avec beaucoup de statistiques, avec les fameux réseaux de neurones qui étaient complètement déconsidérés il y a pas si longtemps et qui maintenant sont au sommet du panier. Donc un grand chambardement dans les méthodes. On a vu que des choses marchaient qui ne fonctionnaient pas auparavant. Et à bien garder en tête un certain pragmatisme, une certaine humilité qu'il faut adopter par rapport à ça. Par exemple, pour un mathématicien, on voit bien que la difficulté qu'ont les spécialistes d'algorithmique aujourd'hui à expliquer le succès des réseaux de neurones est une véritable blessure narcissique pour les mathématiciens, qu'on peut mettre au même rang un peu que le théorème d'incomplétude de Gödel ou que certains grands mystères de la mathématique et de l'algorithmique. Il y en a, c'est comme ça, il faut l'accepter. Un jour, peut-être, la théorie rattrapera l'application pragmatique, mais aujourd'hui, ce sont les mises en œuvre pragmatiques qui sont en avance. Notre évolution majeure qu'il faut garder en tête, c'est le changement de public. Il y a 20 ans, l'IA s'était réservée aux experts, aux chercheurs, les politiques s'en fichaient pas mal. Aujourd'hui, c'est un jeu politique et même géopolitique, comme l'a bien dit Jean-Luc tout à l'heure, dans lesquels les gouvernements s'affrontent à coups de milliards, à coups de communication, à coups d'intimidation dans les médias, et dans lesquels les usagers, les personnes concernées sont très, très largement répartis. D'autres sujets chauds dans l'actualité informatique, c'est pas du tout pareil. Prenez par exemple le débat sur l'informatique quantique, ça reste un débat de spécialistes et d'experts. Vous prenez le débat sur l'intelligence artificielle, en revanche, c'est un débat qui est beaucoup plus large. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle s'est développée de façon très pragmatique, avec beaucoup de recettes, dans lesquelles les usages, les compétences techniques domaine par domaine jouent un rôle majeur. Et c'est un domaine qui avance de façon très forte dans un dialogue répété, pragmatique, de longue haleine entre développeurs informaticiens et usagers, et dans lequel il y a des boucles, dans lesquelles il y a des circuits d'amélioration et dans lesquels on a besoin d'avoir ces usagers impliqués. C'est un domaine qui avance pragmatiquement et sans qu'on puisse vraiment faire de prédictions. Savoir quelles sont les tâches qui demain vont passer des humains aux machines, c'est pas facile. Savoir quand les voitures automatiques rouleront pour de vrai,
c'est pas facile, les voitures autonomes, je veux dire. Savoir quels sont les métiers qui seront menacés, c'est pas facile. Comme on l'a vu aujourd'hui, on sait faire des algorithmes qui écrasent à plat de couture les meilleurs spécialistes de Go ou d'échecs du monde, mais on ne sait faire aucun robot qui balaye de façon raisonnable. En un sens, le métier de balayeur n'est absolument pas menacé par l'intelligence artificielle. Le métier de champion de Go, lui, est extrêmement menacé. Et vous avez ce genre de situation paradoxale qui se retrouve partout. Dans le secteur de la santé, des spécialistes peuvent se poser des questions et doivent se remettre en question quand on voit que des diagnostics automatiques sont faits aujourd'hui pour certaines images de cancer de façon plus efficace dans certaines maladies par un algorithme que par les humains les plus éduqués, les meilleurs experts du monde. D'un autre côté, les métiers d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignants, on en a besoin plus que jamais. Et ce n'est pas sur ces secteurs que l'IA attaque, si on veut. Donc, il y a une attaque au sens de peut s'avérer comme un remplacement ou quelque chose qui va changer la donne. Donc, quelque chose d'extrêmement pragmatique dans son développement. Et ce qui est sûr, c'est la compétition internationale acharnée qui s'est renforcée. Qu'est-ce qu'il y a dans cette compétition? Dans cette compétition, c'est la course pour quelques grands ingrédients qui sont les cerveaux et qui en sont attirés très largement à coups de millions, à coups de milliards, avec des salaires inouïs dans bien des cas. C'est de la compétition pour les très grands jeux de données. Et c'est la compétition pour les grosses et très grosses infrastructures de calcul. On est là sur des investissements qui, là encore, se chiffrent en milliards et dans lesquels les deux gros joueurs que sont États-Unis et Chine, et comme le dit Jean-Luc avec justesse, en ce moment, la Chine, avec un développement encore plus rapide que les États-Unis, joue de façon extrêmement forte, voire agressive, en débauchant les chercheurs, en récoltant autant que possible, en constituant les gigantesques bases de données, en cherchant à attirer et à agglomérer les réseaux et avec une publicité extraordinaire. Quels atouts de la France en la matière? Premièrement, la France est une grande nation de mathématiques, grande nation de recherche. Ça ne s'est jamais démenti depuis 3 siècles. Et quand je dis grande nation, ça veut dire sur le podium mondial. Tout ce qui est abstrait, tout ce qui est universel, ce sont des choses qui plaisent à la France. Et l'idée de rechercher, une quête de recherche dans l'intérêt commun, c'est quelque chose qui est très important pour la France aussi. Et dans ce contexte, la recherche française n'a absolument à rougir devant aucune autre. À bien garder en tête, de façon générale, dans ce sujet, la recherche est bien distribuée. La recherche européenne en intelligence artificielle se porte extrêmement bien. Il n'y a pas moins de chercheurs européens primés que de chercheurs américains primés en la matière. Et même, si vous regardez les plus grandes vedettes qui soient en matière de réseau de neurones, vous trouverez le français Yann Lequin, le britannique Demis Hassabis, le canadien Geoff Hinton, le québécois extrêmement francophile Joshua Benjo. Vous voyez que c'est assez réparti. On peut y ajouter un ou deux noms en Chine, en Allemagne, ou ce que vous voulez, mais il n'y a pas de domination qui s'exerce. Quand vous regardez les financements en R&D, c'est une toute autre affaire. Des investissements côté américain, côté chinois, qui font passer l'Europe pour un nain. Et dans ce contexte, il faut à la fois se renforcer sur le point faible et conserver le point fort. Le point fort, très clairement, le plus grand point fort, c'est la recherche. La cette force, cet atout français, comment est-ce qu'il peut se transformer en souveraineté et en éviter de se faire déclasser ou cybercoloniser, comme je l'évoquais dans l'extrait de rapport qui a été lu par Abdelhamid tout à l'heure? Premièrement, en faisant confiance à sa recherche et à ses chercheurs, en leur donnant des moyens, en leur simplifiant la vie, en les aidant à être fiers de ce qu'ils font, en les valorisant. Deuxièmement, en jouant de façon très résolue et sans hésiter la carte européenne pour des questions de taille, de pool de personnes qui collaborent et qui font de la recherche, pour des questions de taille de marché,
dans un secteur où la recherche a besoin d'être tirée par les applications et donc d'être sans cesse en relation avec les acteurs économiques. Et le pari de l'Europe aussi par rapport à la taille, le nombre d'usagers et de personnes qui participent. Très, très clairement, cette souveraineté est à développer dans un cadre européen. Ensuite, en faisant appel très résolument à la formation. Recherche, formation. La France est un pays qui forme de très bons chercheurs, mais peu dans un domaine où il y a besoin d'élargir largement la base. Ensuite, en faisant résolument confiance au décloisonnement. Si la France est une grande nation de recherche, la France est aussi une grande nation cloisonnée, dans laquelle il est plus difficile qu'ailleurs de passer d'une carrière à un autre, d'un monde à un autre, du privé au public, etc., etc. Et là, nous avons un sujet qui est résolument interdisciplinaire et qui se joue dans le contact et l'interface. Les instituts d'intelligence artificielle qui ont été mis en place par le gouvernement dans la suite de mon rapport, nous les avions appelés avec Marc Schönauer, très impliqué dans le rapport, les instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle, 3 IA insistant sur le mot interdisciplinaire dans leur intitulé. Et c'est très important. Et ce genre de coopération qu'on va retrouver dans des pôles, qu'on va retrouver dans systématiques, qu'on va retrouver dans les endroits où on croit au pouvoir de l'interdisciplinarité, de la fécondation croisée pour mener les projets, il faut insister dessus résolument, non seulement dans les questions de développement économique, mais aussi dans les questions de formation. Nous avons besoin davantage de formation qui se monte de façon interdisciplinaire, qui se monte de façon assez pragmatique, où on laisse aussi aux acteurs en interaction les uns avec les autres le soin de définir le cursus, les modalités, etc. Et cette notion aussi de se lancer, mettre les choses en œuvre, elle est cruciale, sans attendre que tout soit parfait, sans commencer par discuter pendant 40 jours, 40 nuits, plutôt 40 mois du contenu exact, de l'intitulé exact, de la direction de recherche exacte, mais vraiment en lançant les choses de façon expérimentale et en faisant confiance aux acteurs les uns et les autres. C'est vrai à l'échelle nationale, c'est vrai à l'échelle européenne, c'est vrai aussi bien sûr à l'échelle territoriale. Et dans ce contexte, je sais que je prêche des convaincus quand je vante les mérites de la coopération entre acteurs du territoire. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire en propos liminaire, et je vous propose de